je vais vous raconter forcément mon histoire, ou plutôt l'expérience, un peu toute l'aventure qu'on vit aujourd'hui avec OpenEdge, et puis c'est un peu toujours marrant de le remettre en contexte, qu'est-ce qui a pu pousser un étudiant dans sa chambre d'étudiant à construire une imprimante 3D, à monter des Fab Labs, etc., etc. Et finalement à me mener là où j'en suis aujourd'hui. Alors, du coup je le présente souvent comme ça d'où je viens, où j'en suis et où je vais, histoire d'avoir un peu la trajectoire. Alors ce que j'aime bien, c'est commencer toujours mes présentations par replacer à plus grande échelle un truc tout simple, mais qui est toujours bon de rappeler, c'est que on est sur une planète aux ressources finies, donc il y a un moment où, pour expliquer un peu la courbe là, que je vous montre, en haut vous avez justement la courbe des ressources qui s'épuise, et en bas, par exemple, l'augmentation de la population, l'augmentation de la pollution, etc. Et en fait, il y avait le club de Rome qui avait commandé au MIT, donc des scientifiques aux États-Unis, une étude, mais c'était il y a peut-être 40 ou 50 ans de ça, où on leur avait demandé, d'après vous, si les choses continuent au rythme où ça va, donc là c'était déjà dans les années 60, en gros la fin du monde c'est pour quelle date? Et la réponse c'était, ça a mis un certain temps, mais d'après leurs calculs, c'était en 2030. Ce qui est amusant, entre guillemets, c'est de voir que ça c'était il y a 40-50 ans, donc il y a il y a un an ou deux, c'était l'anniversaire justement de cette étude-là, et du coup ils ont pu comparer les 40-50 ans de prédiction à qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 50 ans-là. Et donc en fait, en pointillé, c'est la prédiction, et le trait plein, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc finalement, malheureusement, ça suit assez bien les prédictions. Donc la fin du monde, c'est pas en 2012, je faisais la blague avant parce qu'on pouvait, ça serait plutôt vers 2030. Et donc l'objectif de tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, au final, à long terme, c'est d'essayer de... On sait qu'on va percuter un mur, mais c'est d'essayer de mitiger ça, d'essayer de voir comment on pourrait s'en sortir différemment. Parce que l'idée, c'est que ça sera forcément pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, d'une manière de faire. Et il y a plein d'autres manières de faire qu'ils sont à inventer ou à retrouver, parce que on n'a pas toujours fait de la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Donc, moi je me définis des fois comme ça en 3 mots. Designer parce que c'était ma formation, j'ai appris à concevoir des objets, des produits. Hacker ou maker pour le côté, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent pour mieux les désassembler, éventuellement les réassembler différemment. Idéaliste, vous l'aurez compris, moi j'ai envie de sauver le monde, quoi. Après c'est bien beau de vouloir sauver le monde, mais comment on le fait concrètement? Et là, alors j'aime bien rappeler aussi, en design, on avait un peu un mentor qui s'appelle Ezio Manzini, et en fait qui avait dit quelque chose qui est toujours intéressant, pareil, à revoir aujourd'hui, même si c'était il y a pas mal de temps, et c'est valable dans beaucoup de domaines, mais en gros le paradigme actuel, la manière de faire actuelle qui est, on va dire, standard, il y a des alternatives qui existent en fait, en parallèle, qui grandissent en parallèle, mettons, de l'économie classique. Et ce qu'il faut faire, c'est réussir à les identifier et faire ce qu'on peut pour les favoriser et justement que ces alternatives-là puissent éventuellement faire la transition vers un autre modèle. Donc aujourd'hui, ce qui change beaucoup, c'est, on va dire, grâce à Internet en général, le fait qu'on puisse communiquer avec des gens à l'autre bout de la planète plus facilement, plus rapidement, ça permet de résoudre des vieux paradoxes. C'est-à-dire que concrètement, on peut s'organiser à petite échelle locale, c'est là où on va avoir le plus d'impact, tout en étant connecté avec des gens à l'autre bout du monde, et simplement échanger nos expériences, et finalement, avoir un impact local, mais être connecté globalement. Et faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de ces expériences partagées. Et ça peut paraître idiot, mais c'est ça qui est à la base d'énormément de choses aujourd'hui. Alors je m'excuse pour le fait que ça soit en anglais des fois, mais comme ça m'arrive de faire pas mal de présentations comme ça un peu partout, fallait que je m'adapte. Personnellement, ma réponse du coup c'était, parce que je voulais faire les choses mieux, concrètement, au lieu de concevoir un objet pour une entreprise qui va le fabriquer en masse, ensuite chercher à le diffuser dans le monde, c'est plutôt d'essayer de concevoir des outils ou des environnements qui vont permettre aux gens de créer leurs propres solutions. Parce que finalement, quand quelqu'un a un problème,
c'est aussi le mieux placé pour savoir, la personne qui vit ce problème, finalement, comment le résoudre, pour peu qu'on l'aide à le résoudre. Donc l'idée, c'est finalement, en aidant à ce qu'il y ait des Fab Labs qui s'ouvrent ou qu'on puisse utiliser des outils eux-mêmes libres, c'est aider les gens à créer leur propre produit. Et là où j'ai basculé dans tout ça, finalement, c'était 2009-2010 par là, donc il y a 5 ans maintenant, où en fait, grâce au projet RepRap, il y a des gens qui ont partagé sur Internet des plans pour fabriquer sa propre imprimante 3D, qui ressemblait à ça à l'époque. Donc c'était beaucoup de bricolage, des tiges filetées, des boulons, des écrous. Ça marchait pas très bien, mais c'était un début, et le fait que les gens partagent ça entre eux, en fait, ça a permis de progresser très très vite. Et aujourd'hui, finalement, en quelques années, petite parenthèse, il faut savoir que l'impression 3D, ou la fabrication additive, ça a une trentaine d'années maintenant. Donc c'est pas si nouveau que ça. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que, notamment du fait que des gens aient réinventé ça de manière plus simple, ça devient plus accessible. Souvent la technologie, c'est comme Internet ou les ordinateurs, ça commence à un moment, et puis petit à petit ça se démocratise et ça devient accessible au plus grand nombre, et c'est là que ça change les choses. Vraiment. Donc aujourd'hui, ou plutôt il n'y a pas si longtemps, un Fab Lab c'est cool, moi j'aurais bien aimé travailler dans un Fab Lab un peu comme un designer, mais au service directement du public, pas forcément d'une entreprise. Malheureusement ça n'existait pas. À l'époque il y en avait un seul à Toulouse, et Toulouse c'était loin de Nancy. Du coup avec des amis on a monté notre propre Fab Lab. Donc là finalement l'occasion, le premier projet c'était le Fab Lab en lui-même et le lieu qu'on allait se partager. Donc on a construit un escalier, on a monté des cloisons, on a fait du placo-plâtre. En soi c'était déjà sympa. Parce que finalement un des aspects les plus intéressants dans ce genre de lieu, alors certes on va pouvoir y fabriquer plein de choses et c'est cool, mais c'est surtout les gens qu'on va y rencontrer. Et là ce qui est toujours bien c'est d'expliquer, ce qui n'est pas visible sur la photo, c'est qu'en fait là on est en plein hiver et au local il n'y avait pas de chauffage et il n'y avait pas de fenêtre. Et pourtant les gens revenaient chaque semaine, chaque mercredi soir. Et c'est que c'était l'ambiance qui était chaleureuse. Et en fait, finalement avec cette bande d'amis, certains que j'ai rencontrés sur place évidemment, c'était le fait de faire communauté, de trouver des gens qui avaient des intérêts similaires ou complètement différents, mais de voir un peu ce que chacun avait envie de bricoler ou de partager avec d'autres. Donc on fabriquait des choses, ça pouvait être des machines plus ou moins compliquées. Là au premier plan c'est une autre imprimante 3D. À l'arrière-plan il y a un monsieur qui s'appelle Rémi qui avait fait une mini graveuse laser en récupérant des graveurs DVD. Finalement il y a des mouvements mécaniques qu'on peut réutiliser. Une diode laser également qu'on va pouvoir réutiliser pour graver sur une surface de l'ordre d'une carte de crédit, mettons. Il y avait des gens qui faisaient aussi des choses beaucoup plus compliquées. Là c'est un genre de robot à 4 pattes qui pouvait rouler et bouger en même temps. Mais globalement, ce qu'on aimait bien, c'était partager ça entre nous, mais pas que. C'était aussi pouvoir partager ça avec des gens qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer autrement. Et là, ça c'est un truc qui est chouette pour ça. Une fois par an, il y a un événement qui s'appelle Parking Days, où en fait le principe c'est que pendant la journée, vous louez une place de parking. Enfin, vous payez votre place de parking. Mais vu que vous avez payé pour avoir cette place de parking, vous êtes libre de ne pas y mettre une voiture. Et en fait, Parking Days, en gros, pendant une journée, et ça se fait dans le monde entier au même moment, il y a plein de gens qui vont louer une place de parking. Et là, en fait, dans la rue entière, un peu comme là, on a l'Open Video Camp qui est à un endroit, en fait, ça se passe dans la rue. Ce qui fait que nous, habituellement, c'est une espèce de grotte un peu isolée, il faut trouver ça au fond de l'impasse. Là, on est au milieu de la rue, on est vraiment à la rencontre de gens qui seraient peut-être pas venus nous voir là-bas au fond de notre impasse. Et du coup, on peut leur montrer ce qu'on fait. Aussi leur faire mettre la main à la pâte en disant c'est pas si compliqué que ça, essayez. Et là par exemple on faisait fabriquer aux gens ce qu'on appelle des useless box ou des boîtes inutiles. En fait imaginez vous avez une boîte fermée, vous avez un petit bouton qui dépasse. Quand vous appuyez sur le bouton, en fait il y a un doigt qui sort de la boîte, qui appuie sur le bouton, qui éteint la boîte et il rentre. Concrètement ça sert à rien. Mais en fabriquant cette boîte, en fait c'est l'occasion de faire un petit peu de soudure, de coller des trucs ensemble, et de voir que c'était pas si compliqué que ça, que ça fonctionne de cette manière-là, avec des engrenages, une pile, etc. Après, il y a aussi des enfants qui avaient utilisé les mêmes composants, mais pour faire des petites voitures, libres. Ce qui est chouette, c'est que
quand finalement on donne une possibilité ou on facilite aux gens le fait de pouvoir fabriquer des choses, ils se mettent à fabriquer plein de choses. Et donc, du coup, à ce moment-là, je m'occupais d'un autre Fab Lab toujours sur Nancy. Et souvent, je prenais en photo ce que les gens réalisaient. Donc, du coup, je ne vais pas vous faire le détail, mais là, c'était pas mal d'étudiants qui fabriquaient tout plein de choses différentes. Plus ou moins utiles, parfois indispensables, ça dépend. Et puis, du fait que j'avais construit une des premières imprimantes 3D en France à l'époque, j'ai eu l'occasion de participer à d'autres événements un peu similaires. En fait, des fois, j'allais présenter la machine ou je les aidais à construire leur propre machine. Donc voilà, par exemple, c'était à Nantes, en Espagne, avec d'autres étudiants, en fait, qui venaient du Maghreb et qui, comme ça, après, pouvaient reconstruire aussi des machines chez eux. À Innovafrica, donc là c'était au Burkina, où pareil, il y a cette idée où en fait, si plutôt que de fabriquer des choses de manière centralisée et après de les dispatcher dans le monde entier, on avait des genres de micro-usines, qu'on appellera peut-être aujourd'hui Fab Lab ou autre, si on fabriquait les choses localement, il y aurait moins besoin d'importer des choses, on pourrait être finalement plus autonome, ou dans leur cas, fabriquer des fois des pièces de rechange ou autres, qui coûtent autrement affreusement cher à faire venir. L'imprimante 3D que je vous montrais au tout début, je l'ai un petit peu modifiée forcément entre temps. Et en fait, pendant un stage de master que j'avais fait, j'ai eu l'occasion d'étudier justement, concrètement, c'est comme pour les logiciels open source, mais appliqué à du matériel, du physique. C'est-à-dire que vous avez la recette pour fabriquer une machine, mais du fait que les gens la partagent, il va y avoir des modifications, des variations. Et en fait, comme les gens, on va dire, continuaient de jouer le jeu et partageaient aussi leurs propres recettes modifiées, on se retrouve comme ça avec une espèce d'arbre généalogique de l'évolution de ces machines. Donc le gros point vert à gauche, ça serait, la goutte d'eau, ça serait le début du projet RepRap dans les années 2005-2006. Et vers 2010, à peu près au même moment où j'ai commencé à m'y intéresser, on voit comme ça explose. Et en fait, c'est à partir du moment où le projet a été plus connu et où il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à y contribuer. Et du coup, là, la version de l'arbre généalogique date un peu, parce que vu que c'est libre et open source, il y a beaucoup de gens qui ont contribué. Aujourd'hui, il serait même 3 fois plus large que celui-là, alors qu'on a pris juste un cran d'une année. Et c'est juste absolument impressionnant de voir la variété qu'il en a émergé, du simple fait que les gens aient accepté finalement de partager leurs connaissances. Et évidemment, moi aussi j'ai fait ma propre variation, que j'appelais la Fold Wrap, parce qu'à force de voyager avec une machine qui fait presque 10 kg et qui n'est pas conçue pour ça, c'était juste pas pratique du tout, et comme c'est facilement modifiable, je me suis dit je vais faire une machine qui est pliante, comme ça je pourrais voyager avec beaucoup plus facilement. Donc vous l'avez peut-être vu, on en a une là-bas sur le stand, elle ressemble à ça, ou elle ressemblait à ça, puisqu'elle forcément elle a aussi évolué depuis. Je la pliais puis je la mettais dans une valise, ou alors juste comme ça, dans la rue, ça marchait très bien. C'était l'occasion de faire encore plus de démonstrations, de conférences, de présentations. Et puis surtout, pour moi, c'était l'occasion un peu d'appliquer tous ces beaux principes qu'on voyait dans l'open source, voir concrètement comment ça s'applique sur une machine, comment un projet comme ça, on le vit de l'intérieur. Donc un des premiers principes qu'on apprend, on va dire, c'est release early, release often. C'est-à-dire que même si votre projet n'est pas encore au point, c'est pas grave, c'est ce sur quoi vous travaillez le plus tôt possible et le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Ce qui fait qu'en fait, dès le début, alors que j'avais qu'un croquis, j'avais dit moi j'aimerais bien fabriquer une imprimante 3D pliante. Il y a des gens qui m'ont dit ça marchera jamais. Je leur ai dit c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et après, en prenant des photos au fur et à mesure de ce que vous êtes en train de fabriquer, c'est un peu comme si on laissait là la porte ouverte. Il y a quelqu'un qui va peut-être passer voir ce que vous êtes en train de faire, et vraiment du fait de laisser la porte ouverte, ça ouvre la collaboration, ou tout le processus, pas seulement le résultat est ouvert, mais tout le processus aussi. Ce qui fait qu'il y a plein de gens finalement qui m'ont donné des idées, ou inversement, je lui ai donné des idées sur d'autres projets, qui font que ça a marché beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux, que si j'étais resté seul dans mon coin. Donc souvent on parle de la documentation, et comme quoi c'est difficile. Ma réponse à ça, c'est simplement faites des photos. Éventuellement mettez un commentaire, mais déjà des photos, c'est déjà pas mal. Après, on peut le partager sur différentes plateformes. Ça peut être un blog, un forum, un wiki. Dans le cas du wiki, c'est pas mal, c'est que on va voir finalement tout l'historique de l'évolution
de la page qui décrit le projet. Après, il ne faut pas oublier que, idéalement, c'est comme une recette, il ne faut pas seulement donner les ingrédients, il faut aussi donner comment les mélanger pour recréer ce que vous avez imaginé. Donc dans ce cas-là, c'est finalement créer même des manuels d'assemblage pour dire, vous prenez ces pièces-là, vous les assemblez de cette manière-là, et au final, ça vous donnera une imprimante 3D que vous pourrez vous aussi avoir sur votre bureau. Du fait d'avoir cette machine et de voyager avec, finalement, ça a aussi fait émerger une autre problématique. Souvent, on me disait, ouais, mais c'est quoi le business model de tout ça? C'est quoi le modèle économique? Et ça, c'est finalement une question pareille, ou une aventure intéressante, on va dire. Parce qu'au départ, j'étais étudiant, j'avais fait ça. Finalement, du fait de voyager avec, j'ai rencontré plein de gens qui étaient intéressés pour m'acheter directement la machine. C'était pas prévu, mais du coup, comme je savais que ça se faisait pas mal, l'avantage, on va dire, dans le côté matériel par rapport au logiciel open source, c'est qu'il y a toujours un moment où on va échanger quelque chose, du fait qu'il y ait des éléments physiques. Et à ce moment-là, les gens sont plus facilement enclins à payer pour ce matériel. Donc on va dire que c'est un peu plus facile que dans le logiciel. Et typiquement, ce que je fais encore aujourd'hui, c'est que je vous propose, pour finalement ce que ça vous coûterait de rassembler les pièces individuellement, je vous mets tout ça dans une boîte, et pour le même prix, vous avez tous les éléments qu'il faut pour que vous puissiez vous construire vous-même votre machine. Petite parenthèse, si vous connaissez peut-être le revenu de base, ou pas, c'est un truc intéressant à creuser par rapport à la répartition de la richesse actuellement, où en gros finalement il y aurait les moyens de financer une allocation minimum pour tout le monde, qui fait qu'il y aurait d'autres questions, ou du moins la survie de base, ça serait pas forcément faire ce qu'on fait actuellement. Bref. L'autre avantage dans le fait de mettre en commun nos connaissances, c'est que par rapport à un fonctionnement plus classique, on va dire, si vous regardez en haut à gauche, on ne va pas se distinguer sur de la rétention d'informations. C'est pas sur du secret, sur des brevets qu'on va finalement se distinguer. C'est au contraire, on va mettre en commun tout ce qu'on peut mettre en commun. Ce qui fait que finalement, là où on va se distinguer, c'est sur un savoir-faire ou une expérience, ou quelque chose que on ne peut pas partager comme on partagerait de l'information. Concrètement, les compétences que j'ai aujourd'hui pour concevoir ces machines, j'aurais beau essayer de vous les transmettre, ça passera peut-être pas aussi facilement que si je vous envoie un fichier. Et en fait, donc ça c'était il y a quelques années maintenant, quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est que moi j'ai fait une machine, je voulais en faire une dizaine d'autres pour continuer de la mettre au point. Et là le coup classique c'est, plutôt que d'aller voir un banquier, j'ai publié ce projet sur une plateforme de financement participatif, en disant exactement ce que je voudrais raconter, un peu d'où je viens, et aujourd'hui je voudrais fabriquer une dizaine de machines. Donc en disant, il faudrait à peu près un budget de, c'était 6500 €. Si vous me financez à hauteur de 650 €, vous aurez l'équivalent pour faire une machine, et puis ça permet de continuer le projet. Ce qui est intéressant sur ces plateformes, c'est que finalement c'est souvent plus facile de trouver des gens intéressés qu'un banquier, qui seront prêts à mettre quelques centaines d'euros. Et l'autre fait intéressant, c'est que si vous n'atteignez pas la mise, le budget minimum requis, chacun récupère sa mise, donc il y a peu de prise de risque. Par contre, il n'y a pas de plafond maximum. Et ça, je l'ai découvert en faisant ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tellement de gens intéressés que j'ai dû leur dire stop. Je voulais faire 10 prototypes, je me retrouvais à devoir en fabriquer 30, en ayant dit stop. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que, on va dire, auto-entrepreneur dans ma chambre, tout à coup, j'avais pas mal de moyens de ressources pour faire des choses. Donc, les machines promises. Mais en voyant tout ça, on se dit aussi, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Après, concrètement, ça permet aussi de vérifier que ce qu'on a réalisé une fois, on peut le reproduire. C'est pas un coup de chance, ça fonctionne, c'est répétable. Du coup, on a fait des ateliers avec d'autres personnes, où finalement, ils venaient à Nancy construire leur machine, après ils repartaient avec leur machine qui fonctionnait. Ce qui est sympa, c'est que du coup, on a un peu cet album photo, ou ces photos de famille, où on sait qu'il y a une machine... finalement, maintenant, il y en a aux 4 coins du monde. Il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis, il y en a, je crois, sur tous les continents maintenant. Peut-être même en Australie. Et ce côté parfois un peu amusant de me dire, toujours auto-entrepreneur dans ma chambre, et puis pourtant presque multinational, il y a moyen de faire les choses
à grande échelle sans forcément les faire... finalement, à chaque fois, c'est l'occasion d'essayer d'autres manières de faire. Ce qui est intéressant, c'est que quand un projet open source, on va dire, réussit, quelque part, ça se voit d'après justement les variations ou les reprises que les gens vont en faire. Ou dans le cas de cette machine, à l'époque, on n'avait pas résolu la question de comment est-ce qu'on fixe la bobine de fil à la machine. Et comme c'était un problème que du coup plein de gens avaient, il y a plein de gens qui ont essayé de le résoudre différemment, ce qui donne X possibilités. Et finalement, un peu comme la sélection naturelle, on gardera la meilleure idée pour faire ça. C'est celle qui est utilisée actuellement aujourd'hui. Par la suite, l'année d'après, en fait, comme ça avait fonctionné, on a recommencé une autre campagne de financement en disant aujourd'hui on est capable, on le sait, de fabriquer, mettons, 30 machines dans l'année. Enfin, à ce moment-là, j'étais tout seul. Donc on redit pareil, voilà le projet, mais la machine entre-temps a évolué, s'est perfectionnée. Donc pour la nouvelle version de machine, les nouveaux prototypes, on aurait besoin d'à peu près, du coup, 16 000 et quelques euros. C'est passé la même chose. En fait, on voulait faire 30 machines, on a dû en faire 100. Et là, se posent d'autres questions, d'autres problèmes. C'est qu'on commence à passer sur des échelles où, quand on fabrique des choses, la plupart du temps, les autres constructeurs, enfin je dis autres parce qu'on n'a pas pris le même chemin, en fait, vont adopter deux stratégies. Soit ils changent la conception de la machine pour utiliser des processus comme l'injection plastique, ou comme cette bouteille ou le bouchon de la bouteille. Là, c'est adapté pour faire de la très grande série. Mais on va perdre le côté propre à cette machine où en fait toutes les pièces en plastique sont imprimées en 3D. Ce qui fait qu'on est capable d'imprimer une grande part de la machine nous-mêmes, ou surtout de la faire évoluer beaucoup plus facilement que si on avait un moule en métal à rentabiliser derrière. Là, on ne va pas hésiter, même à envoyer aux gens qui ont déjà une machine, voici les nouveaux fichiers. Il suffit que vous réimprimez vous-même les pièces et de faire la mise à jour comme on ferait la mise à jour d'un logiciel. L'autre problème que ça pose, c'est que, on va continuer de les imprimer en 3D, mais ça serait embêtant si ça signifiait aussi construire une usine d'imprimantes 3D qui sert à imprimer des imprimantes 3D. Et là où, à ce moment-là, on a testé autre chose, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'une usine si on sait que sur le territoire, il y a plein de gens qui ont une imprimante 3D. Du coup, on a demandé à tous ceux qui voulaient bien, c'était sur la base du volontariat, autant nos propres clients que ceux qui s'étaient fabriqués une imprimante 3D, si ça vous intéresse, nous on vous rachète les pièces imprimées, ce qui permet d'entretenir ça. Donc quelque part, ça permettait de rendre à la communauté, ou du moins de la réalimenter, pas seulement en termes de connaissances, parce que tout ce qu'on développe est repartagé, mais même d'un point de vue, c'est une manière de répartir le profit au sein de la communauté. Aujourd'hui, ça donnait, je ne pouvais plus continuer en auto-entrepreneur parce qu'on avait dépassé le plafond, tout simplement. On a créé OpenEdge, donc c'est une SS. Ça peut sembler assez classique comme ça, mais on fait les choses à notre manière. Aujourd'hui, on conçoit du matériel, finalement, des outils. Alors c'est principalement des imprimantes 3D pour le moment, mais après on aimerait bien faire d'autres choses. Un peu toutes les machines qui pourraient équiper un atelier de fabrication, un Fab Lab. Toujours sur le principe, on va faire en sorte que ça soit simple, il y a le moins d'éléments possible parce que c'est plus facile à assembler nous-mêmes. Modulaire pour le faire évoluer ou pour l'adapter. Au moment où on fabrique la machine, en fait, on peut la fabriquer à différentes échelles, par exemple. Et surtout que ça reste des processus, justement, qui vont utiliser les mêmes outils qu'on va trouver au sein d'un Fab Lab, qui garantissent le fait qu'on va pouvoir fabriquer, finalement, ces machines-là quasiment localement. Donc, on est basé, en fait, en Lorraine. Donc, je situerai à peu près Auxerre au milieu par là. Nous, on est dans l'Est, là-bas. Si jamais vous passez, ça s'appelle Folchevillers, c'est un petit village dans la campagne. Au rez-de-chaussée, il y a une porte de garage, c'est là qu'on est. On continue de faire des ateliers pour apprendre aux gens à monter leur propre machine, à se déplacer pour le faire également. Donc là, c'était à Chemillé, près de Nantes, à l'autre bout de France, où il y avait une bande de papis qui voulaient fabriquer leur imprimante 3D. D'un autre côté, le fait qu'on on monte en échelle quelque part, petit à petit, ça nous donne aussi d'autres moyens. Par exemple, en fait, c'est un peu comme un pistolet à colle, ces imprimantes 3D. On fond du plastique sous forme de fil pour le déposer et refaire des objets en volume comme ça. La partie essentielle de la machine, c'est cette pièce-là. En fait, c'est la tête dans laquelle on va fondre le plastique. Jusqu'à présent, en fait, avant, on achetait des pièces en Angleterre. Maintenant, on les fait fabriquer dans les Vosges, parce qu'on peut se le permettre. Ça, c'était la récente version de la Fold Wrap qui continue d'évoluer. On travaille aussi sur une autre machine, celle-ci qu'on appelle encore la Mondrian,
L'idée c'était justement de pouvoir la construire autant à petite échelle qu'à très grande échelle. Alors l'inconvénient de celle de droite, c'est qu'en fait, comme elle faisait plus d'1 mètre, ça passait pas la porte. Donc le jour où on a voulu sortir la machine du Fab Lab, en fait, on a dû la démonter et la reconstruire sur place. Donc maintenant, la Mondrian, elle ressemble un peu plus à ça, elle est figée à cette taille-là. Il y a même des gens qui ont lancé un projet où, en fait, ils ont un voilier qui s'appelle le Lab Rêve. Ils font le tour de la côte française et de la Méditerranée. Et en fait, ils ont embarqué une Mondrian avec eux pour pouvoir refabriquer sur place, sur le bateau, certaines pièces en plastique qui sont amenées à casser. Dans l'idée, c'est un genre de laboratoire flottant où ils essayent de... Voilà, c'est vraiment un lieu réduit où il faut qu'ils se débrouillent avec tout ce qu'ils ont sur le bateau. Notamment une imprimante 3D. Et la troisième, la dernière, j'allais dire la petite dernière, mais non, parce que celle-ci, justement, elle est plus grande. L'Alto, celle-ci, résout les problèmes qu'on avait avec la Mondrian quand on veut les faire à très grande échelle. Parce que quand on fait quelque chose à petite taille, en général, malheureusement, ça ne se passe pas de la même manière à grande taille. Et par exemple, là, simplement, le plateau sur lequel on imprime, on fabrique nos objets, il devient tellement grand que c'est trop lourd en fait à déplacer. Et à ce moment-là, il est fixe au bas de la machine. Donc ça, c'est encore quelques altos. Autrement, chez nous, au Fab Lab, on a pu s'équiper un peu mieux aussi. Là, on a une grande découpeuse laser pour autant découper les panneaux qui permettent de fermer les machines, que aux gens qui viennent au Fab Lab fabriquer après plein de choses. Petit à petit, on s'agrandit. Alors, on va déménager de Folchevillers à une ville qui s'appelle Dieuze. Pareil, c'est aussi un truc un peu perdu dans la campagne. Mais ce qui est chouette, c'est que là-bas, il y a le maire en fait, qu'on a rencontré, qui a bien compris notre projet. Et surtout, en fait, à Dieuze, alors vous avez peut-être entendu parler au journal il y a quelques années, en fait, il y avait un des régiments d'infanterie, donc il y avait une base militaire, mais ils sont partis, parce qu'il y a eu une réorganisation. Du coup, la ville, en fait, a perdu la moitié de sa population. Et le maire, il se bat pour qu'il y ait de l'activité qui reste, qui perdure, ou qui se crée. Donc, on lui a dit, nous, on cherche à s'agrandir éventuellement, on a ça. Lui, il a dit, je vous propose de racheter là le bâtiment, c'est l'ancien mess des sous-officiers. Donc c'est assez sympa, surtout pour 1 euro. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir passer, déménager de notre petit garage à ça. Ça fait 700 mètres carrés à peu près. Et redévelopper un autre Fab Lab à Dieuze, donc, où on pourra continuer de fabriquer des choses comme ça localement. Le truc au milieu, et puis sur les bords, il y a d'autres maisons. C'est quand même heureusement assez bien ancré dans le village. Et là, le parallèle à faire, c'est que c'est ce côté où je vous disais, on va fabriquer les choses localement. Parce que dans l'idée, des lieux comme ça, on en trouve partout dans le monde. Et ce que je vous disais au tout début, c'est que du fait qu'on va avoir à peu près le même genre d'outils dans ce type de lieu, on va pouvoir d'autant plus facilement se partager les plans pour les fabriquer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que, alors on va pas tout de suite là fabriquer absolument tout comme ça, mais si on combine tous les procédés qui sont disponibles, on pourrait en théorie fabriquer n'importe où. Et l'idée, c'est simplement, et on en revient à cette courbe là au départ, c'est de savoir que en fait, la plupart des objets qu'on achète aujourd'hui, la part de ressources, de matières premières qui ont servi à créer l'objet, et celle qui a servi à simplement le déplacer, en fait, en gros, c'est 2 tiers qui ont servi à le déplacer et 1 tiers à le fabriquer. Donc simplement, si on arrivait à fabriquer les choses plus localement, on aurait un potentiel d'économie de ressources absolument considérable. Donc ça serait peut-être une manière, justement, même si c'est la fin du monde en 2030, d'avoir moins de problèmes, ou du moins différents. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.